Bonsoir à tous. À l'occasion de la journée internationale des droits des femmes, une Camerounaise s'est vue décerner en mars 2021 le prestigieux prix international du courage féminin. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken, la première dame des États-Unis, Dr. Jill Biden, l'ont plébiscité pour son rôle primordial dans la promotion des droits de l'homme et des libertés politiques en Afrique centrale, son engagement à œuvrer pour l'instauration d'une véritable démocratie et les multiples appels à un cessez-le-feu dans les zones en conflit et la mise en place d'une commission vérité, justice et réconciliation sur le théâtre de la crise sociopolitique dans les régions anglophones. Cependant, l'état de droit, les principes de bonne gouvernance, les pratiques démocratiques sont de plus en plus bafoués en Afrique centrale, une région où le réseau des défenseurs des droits humains fait son monitoring depuis une quinzaine d'années. Pourquoi l'Afrique centrale et le Cameroun ont-ils fait des bonds en arrière en matière des droits de l'homme? Les différentes commissions nationales des droits de l'homme mises en place dans l'Afrique centrale visent-elles à plaire davantage aux bailleurs de fonds ou à améliorer la culture démocratique et le respect de l'état de droit? Quelles sont les conséquences de cette situation sur l'émergence de cette sous-région en Afrique? Ce soir, c'est l'heure de vérité pour la directrice exécutive du REDAC, Maximilienne Gombe, lauréate du prestigieux prix du courage féminin, prix international décerné par le département d'État américain. Maximilienne Gombe, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est toujours un plaisir. Et sur ce plateau, je suis en compagnie de Armstrong Formier. Armstrong, bonsoir. Bonsoir, Cédric Noufele. Good evening, ladies and gentlemen. Thanks for joining us on another interesting edition of our Sunday program, La Vérité en Face. Today, we are having as a guest, a special guest, Maximilian Chantangombe. You are a special guest tonight. You are the Executive Director of the Network of Defenders of Human Rights in Central Africa, REDAC, which is its French acronym. You were recently awarded the 2021 award of the International Women's of Courage Award. It was given by the United States of America, which is an award directly linked to the U.S. Secretary of State. Thanks once again for accepting our invitation. Thank you so much. Et à côté de vous, Duval, Fangwa Duval, bonsoir. Bonsoir Cédric, bonsoir l'invité. Bonsoir, merci. Et bonsoir aux téléspectateurs d'Equinox Télévision. Maximilienne Gombe, vous le savez, la pandémie de coronavirus n'est pas seulement une crise sanitaire qui affecte l'Afrique centrale dans le domaine sanitaire et économique, mais il est aussi constaté qu'elle sert désormais de prétexte pour les restrictions des libertés. Et ce sont sur ces points que vous avez travaillé ces 12 derniers mois au Cameroun, en Afrique centrale. Qu'en est-il concrètement? Quel est le lien entre la pandémie de Covid-19 et les droits de l'homme dans la sous-région Afrique centrale? Merci. Avant de répondre à votre question, j'aimerais rendre un vibrant hommage ici au cardinal Toumi, son éminence. Voyez-vous, on vient de perdre, n'est-ce pas, dans notre pays, quelqu'un de très, 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 très important, malgré que nous sommes dans un système qui ne reconnaît pas du tout, n'est-ce pas, ces enfants qui œuvrent pour la paix. Il faudrait, ici et maintenant, rendre un vibrant hommage, n'est-ce pas, au cardinal Toumi. La pandémie Covid-19, comme vous le savez, est venue bouleverser, n'est-ce pas, tout ce qui se passe dans notre vie, y compris, n'est-ce pas, dans nos maisons. Et c'est là qu'on aurait souhaité voir les gouvernements être plus proactifs et, n'est-ce pas, encadrer des personnes et des populations en ce qui concerne leur liberté. Parce que déjà la Covid-19 nous a imposé, n'est-ce pas, le silence, nous a imposé la restriction de ne plus avoir ce qui était, n'est-ce pas, le rituel en Afrique, s'embrasser comme on veut, se rendre visite, en tout cas cette chaleur humaine. Et si en plus de cela, on ajoute le fait de ne même plus vous exprimer, ben c'est l'asphyxie. De plus en plus, tout le monde parle
des morts du Covid-19, ce qui est vrai, mais on ne parle pas de tous ceux qui meurent du fait de ne plus, n'est-ce pas, exprimer leur droit aux libertés. Quand je parle de liberté, c'est la liberté d'expression, c'est la liberté d'opinion, c'est la liberté de circuler, c'est la liberté d'aller et venir, c'est la liberté d'aller voter, c'est la liberté sanitaire, des droits, n'est-ce pas, à une santé. Et donc, au niveau de l'Afrique centrale, comme vous le savez, nous avons fait la documentation et le reporting des cas de violation des droits humains sous Covid, et surtout en période électorale. Vous avez le Tchad est en pleine élection là aujourd'hui. Il y a, en décembre, c'était la Centrafrique. Le 21 mars, c'était le Congo-Brazzaville. Et vous savez, le Covid, les systèmes antidémocratiques, la longévité des chefs d'État, quand vous mettez tous ensemble, vous voyez bien, bravo, le recul, n'est-ce pas, des institutions démocratiques. C'est assez préoccupant au niveau de l'Afrique centrale. Précise, quand vous parlez, par exemple, de ces violations des droits de l'homme, notamment en cette période de Covid, en rapport avec les élections, ce reporting que vous avez fait, quels sont les grands axes, quels sont les éléments saillants qu'il faut retenir? D'abord, le droit à la liberté d'expression et d'opinion. Vous voyez, quand on vous dit une manifestation, c'est 50 personnes. C'est le gouvernement qui impose 50 personnes. Sauf que quand il y a, par exemple, une campagne électorale, le gouvernement a plus de 500 personnes dehors, sans masque, et chacun peut scander « Vive le président ». Mais quand, par exemple, un parti d'opposition, n'est-ce pas, veut faire son meeting, on lui impose, n'est-ce pas, 50 personnes en lui disant « c'est la loi ». Voilà. Donc, vous voyez, de manière spécifique, ce que nous appelons la restriction de l'espace civique. La deuxième chose, parce qu'on vous dit les regroupements, vous ne pouvez même plus revendiquer le droit à la santé. C'est-à-dire que même si dans une institution sanitaire, vous n'avez pas les soins, on vous refuse, n'est-ce pas, de former, de faire un meeting ou bien de faire une marche pour revendiquer le droit à la santé. Vous pouvez, par exemple, la malgouvernance, parce que c'est de ça aussi qu'il est question aujourd'hui. La Covid est aussi venue mettre à nu la malgouvernance qu'on décriait depuis, mais elle s'est accentuée avec la Covid. Parce que, vous voyez, c'est là qu'on voit bien les institutions qui sont fermées et qui ne veulent pas, n'est-ce pas, que tout le monde s'occupe, n'est-ce pas, de la chose publique. Donc, c'est spécifiquement de cela. Donc, après, il y a des libertés d'expression. Donc, par exemple, il y a des personnes qui disent nous ne voulons plus le 3e ou le 4e ou le 5e mandat d'un président. C'est leur droit absolu. On ne peut pas refuser à des militants de droits de l'homme, à des partis politiques, de dire... Est-ce qu'il y a des pays spécifiques que vous avez répertoriés? Bien entendu. Il y a le Congo-Brazzaville, et vous savez très bien qu'au Congo-Brazzaville, d'abord, tous les 20 heures, il y a couvre-feu. Donc vous êtes en période électorale, mais on vous impose qu'il y a couvre-feu tous les 20 heures. On sait très bien que les moyens ne sont pas les mêmes, et vous ne pouvez pas faire, n'est-ce pas, la campagne de la même manière. Donc déjà, vous voyez très bien de quoi on parle. Et après, le jour de l'élection, il y a toute la société civile qui n'a pas laissé passer et on décrète ville morte. Et pour que le lendemain, la connexion Internet soit coupée pendant 3 jours. Après, on va... Donc, en fait, le problème, c'est que le Covid a été utilisé comme un prétexte pour, pour masquer les violations des droits de l'homme. Donc, en fait, le problème, ce n'est pas fondamentalement les restrictions des libertés liées à la pandémie, mais c'est que la pandémie a été utilisée comme prétexte pour violer les libertés. Bien entendu. Mais ces violations de liberté, elles sont permanentes, elles sont courantes. Oui, elles sont permanentes. Le problème avec la Covid, c'est que on justifie cela. On peut justifier ça même au niveau, n'est-ce pas, international, puisqu'on continue à dire qu'il faut respecter les mesures barrières. Voilà. Donc, au niveau international, que ce soit aux Nations Unies ou à l'Union africaine,
on va comprendre, c'est même pas qu'on peut comprendre, on va comprendre que l'État refuse qu'il y ait 50 personnes qui se réunissent ou alors qui parlent au nom, je ne sais pas, d'une corporation pour revendiquer tel droit ou tel droit. Pendant ce temps, on voit quand même que l'État s'arroge tous les moyens pour faire les grands meetings, les grands repas, les grands rassemblements. Okay. You've outlined how COVID has been used probably to violate rights of people, especially by those you said, those controlling power within the Central African Republic. But I want you to analyze an aspect of the coronavirus which is preoccupying to the people vis-a-vis what they want. I'm talking about the issue of vaccines. You know, Cameroon is still to go directly into this, but when you read through social media, Facebook, for example, getting reactions of Cameroonians, even at the point where we have not actually had a law or a bill on that at the National Assembly, some are already saying that we don't want vaccines, or we don't want it at least to be imposed on people. If that is a step, for example, taken by the government to say everybody must be vaccinated, where can there possibly be a breach of rights? Thank you so much. Let me please go in French because it's easy for me to answer in French. Okay. I'm sorry about. Je voudrais dire que le droit à un vaccin, c'est un droit absolu. Donc, il faut poser des problèmes clairement. Personne, nous sommes vaccinés quand on était petits, on continue à se vacciner pour certains, on a des carnets jaunes. Donc le problème, ce n'est pas un problème de vaccination, c'est le problème de la démarche. Quand on parle par exemple du Cameroun, d'accord? Nous avons vu, même au niveau de l'étranger, comment les vaccins ont posé de problèmes, comment on a retiré un vaccin et comment on a passé le temps à faire toute une communication pour faire accepter le vaccin. Ici, le problème avec le système au Cameroun, c'est que tout est répressif. On ne peut pas bâtir un État dans la répression tout le temps, y compris par rapport au droit à la santé. Il n'y a aucune sensibilisation, aucun plan de sensibilisation qui est mis en place, aucune campagne, aucune pédagogie pour faire comprendre qu'un vaccin, ou alors voilà celui que nous adoptons. D'abord, il y a toute une pédagogie. Jusqu'à aujourd'hui, on ne sait pas quel est le vaccin qui a été adopté par, n'est-ce pas, l'État du Cameroun. On vous dit le vaccin russe, le vaccin chinois, le vaccin... Donc, personne ne peut vous dire en réalité de quel vaccin il est question. Donc, le problème, c'est... ce n'est pas le vaccin. Je ne suis pas sûre que les Camerounais ne veulent pas se vacciner. Ce dont je suis sûre, c'est que le gouvernement camerounais ne fait aucun effort pour que les Camerounais se vaccinent. Quand je le dis, c'est parce qu'ils n'ont mis aucun mécanisme, n'est-ce pas, pour rassurer les Camerounais. D'ailleurs, si on sort du vaccin, ils n'ont mis aucun mécanisme pour rassurer les Camerounais quand, n'est-ce pas, à leur santé. Je profite, permettez-moi, pour dire, j'ai été ahuri de voir que c'est un sous-préfet, c'est les sous-préfets qui sortent pour distribuer les masques dans les marchés. Je profite ici pour dire que ce n'est pas le rôle des sous-préfets. Il faut que les gens arrêtent, en plus avec les casquettes d'intimidation et de répression. C'est une image qui m'a choquée et qui peut choquer les Camerounais. Et je suis sûre qu'ils sont choqués. Qu'est-ce qui pose problème lorsque vous voyez ces autorités administratives qui estiment qu'elles vont vers les populations afin de les conscientiser sur la nécessité de respecter les mesures barrières et de porter les masques lorsqu'elles sont dans des lieux publics? Qu'est-ce qui fait problème? Ce n'est pas leur rôle. Je suis désolée. Ce n'est pas leur rôle. Et depuis 20 ans, on a attendu la décentralisation. On a donné une décentralisation, n'est-ce pas, ébranlée, si on peut le dire. Mais qu'on laisse au moins, même cette demi-décentralisation, faire son boulot. Les maires font quoi dans les arrondissements? Est-ce que le sous-préfet, son rôle est de sortir pour distribuer les masques? Monsieur Noufeli, vous savez ce que ça veut dire, un sous-préfet? Un sous-préfet doit être dans son bureau pour signer des documents, pour attendre, n'est-ce pas, pour écouter, n'est-ce pas, ces administrés qui peuvent avoir des problèmes, des préoccupations énormes. Et Dieu seul sait, pour signer une copie d'acte de naissance, et ainsi de suite. Qu'est-ce qu'il est allé à un marché
pour distribuer un masque. Mais je vais vous dire ce qui se cache. Ce qui se cache derrière, c'est la répression. C'est parce qu'on a démontré aux Camerounais que chaque fois que vous allez voir, n'est-ce pas, un administratif dehors, sachez que la chicotte va arriver. Et surtout, il ne vient pas tranquillement. Il vient avec sa casquette, avec tous ses attributs. Donc, c'est pour intimider. Et je pense... Is that approach of the DO, Maximilian Gombe, is that approach of having DOs to the field, having even police officers sometimes in some areas talking about COVID-19 and intimidating, is that approach from public officials, for example, not equal to the response, that is the behavior of Cameroonians? Cameroonians, for example, who fail to respect measures outlined by the government and consequently pushes the public officials to see that if they must respect by seeing the DOs, let the DOs go to the field. If it takes the police officers to get the people respect, let them go to the field. Dans l'étape, n'est-ce pas, de la lutte contre la COVID-19, je pense qu'il faut faire attention. Personne n'a dit ici que si il s'avérerait que les populations doivent respecter les mesures barrières, que la police ne fasse pas son travail. C'est deux choses différentes. Mais ce n'est pas le sous-préfet à dire à la police ce qu'elle a à faire comme boulot. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, chez nous, on dit que l'exemple vient d'en haut. Combien de policiers, là, vous avez fait le tour, vous êtes les journalistes, portent les masques. Mais pour demander à quelqu'un de respecter les mesures barrières, il faut déjà les respecter. Vous-même, ils ne sont pas nombreux. Combien, n'est-ce pas, de membres du gouvernement, lorsqu'ils sont dans des funérailles et autres, respectent les mesures barrières? On vient de suivre des funérailles, là. Le gouverneur de l'Ouest a dit, dans sa circonscription, il n'y aura plus de funérailles de plus de 50 personnes. Je n'ai rien contre le patriarche Moncam. Il mérite, n'est-ce pas, des funérailles dignes de ce nom. On aurait pu attendre si il ne devait pas avoir deux poids, deux mesures. Tous les jours, le gouvernement nous démontre que nous sommes dans un pays de deux poids, deux mesures. Quand ça les arrange, il peut y avoir 500 personnes. On voit depuis un moment, depuis un certain temps, comment ils sont en train, n'est-ce pas, par exemple, on est en train d'installer, n'est-ce pas, ceux qui viennent d'être nommés, par exemple à la gendarmerie, au niveau de la police. Vous avez vu que c'était moins de 50 personnes. Vous avez vu comment ça s'est passé des réceptions. Je pense qu'on ne peut pas demander à la population de faire ce qu'on ne peut pas, ce que vous ne pouvez pas faire en tant que responsable. Même dans votre propre famille. Si votre enfant sait que vous rentrez chez vous tous les jours à 1h du matin, vous n'allez pas lui demander d'aller se coucher à 10h, à 22h. Ou même à 20h, on va dire, mais papa ou maman, mais vous parlez de quoi là? Mais est-ce que ce discours que vous tenez, Maximilian Gombe, ne vise pas à encourager les Camerounais à ne pas justement respecter les mesures barrières, à considérer que le port du masque ne protège pas contre les risques de contamination au Covid-19? Du tout. Je voudrais rassurer et dire aux populations aujourd'hui que comme nous sommes abandonnés à nous-mêmes, portez vos masques. Distanciation sociale. En plus, dormez tôt. Essayez de ne pas... Je sais que c'est difficile d'aller chercher, n'est-ce pas, de quoi manger tous les matins parce que je sais, je suis aux côtés du peuple, je sais que tous les matins, il y a certains qui doivent sortir à 4 heures pour aller vendre afin de rentrer et faire la nourriture pendant que d'autres, n'est-ce pas, dilapident, n'est-ce pas, nos milliards de francs CFA. Mais nous sommes abandonnés à nous-mêmes, porter les masques. Parce que même pour le vaccin, on n'est pas sûr que quand il va arriver, on ne va pas d'abord vacciner ceux qui sont en haut. Et nous serons les derniers à être vaccinés parce que nous sommes anonymes. Donc, en attendant tout ça, je dis et je répète, nous sommes
nous sommes obligés, n'est-ce pas, de respecter les mesures barrières et de faire attention pour nous et pour nos populations et pour nos propres enfants. Alors, ça doit être clair. Quand cette vague de pandémie de coronavirus est devenue plus meurtrière, il y a le Haut Commissariat des Nations Unies en charge des droits de l'homme qui a exhorté les différentes nations à pouvoir assouplir les conditions de détention des nombreux prévenus. Il y a eu une demande de libération des prévenus afin d'éviter une situation sanitaire catastrophique dans les prisons qui sont souvent surpeuplées. En 2020, on a vu quelques mesures prises par le gouvernement, mais face à cette deuxième vague d'épidémie de Covid-19 en 2021, est-ce que vous avez le sentiment qu'il y a une attention particulière des autorités concernant cette proposition, cette demande formulée par les Nations Unies? Je vais d'abord vous surprendre. Parmi tous les pays de l'Afrique centrale que couvre le REDAC, le Cameroun était le dernier à sortir quelques prisonniers. D'ailleurs, avec des restrictions très claires. Les autres, même comme ce sont des pays qui ne sont pas des pays démocratiques comme le Tchad, on a quand même vu comment le président Idriss Déby a fait sortir des prisonniers de Hamas, le Congo-Brazzaville, la RDC, la Guinée équatoriale. Le Cameroun a sorti des personnes de la prison avec, n'est-ce pas, beaucoup de restrictions. Donc, je pense qu'il n'y a pas de volonté politique. Et le Cameroun, l'État du Cameroun est maître, n'est-ce pas, à ne pas respecter les institutions internationales. Sauf lorsque on commence à dire qu'on peut les sanctionner, alors les gens, ils courent. Donc, je pense que nous ne sommes pas surpris. La seule chose, c'est que nous ne pouvons qu'encourager, parce que, vous savez, quand vous dites les prisons pour la plupart surpeuplées, il faut dire que toutes les prisons sont surpeuplées. La prison centrale de Nebel, qui a été conçue pour 350 prisonniers à l'époque coloniale, compte aujourd'hui plus de 4000 détenus et prévenus. Et les prévenus sont nombreux, plus que les détenus. Allez donc comprendre quelque chose. Comment on peut avoir une prison déjà surpeuplée? Les prévenus sont nombreux plus que les condamnés. C'est un problème, ça. Donc, on peut pas régler ce problème en termes seulement de Covid. Il faut le voir dans sa globalité. Quelle est la politique, n'est-ce pas, du gouvernement en termes de ces prisons, en termes de l'humanisation des prisons, et en termes même de la mise en œuvre des lois qu'il a lui-même, n'est-ce pas, prises, qu'il a lui-même prises, et d'autres, et même des institutions et des engagements qu'il a librement ratifiés. Qu'est-ce qu'il en fait? Il faut le prendre dans sa globalité. Alors, comme je disais tout à l'heure, la Covid ou le Covid, appelez ça comme vous voulez, est venu juste, n'est-ce pas, accentuer ce que nous vivons. Mais, et même avec ça, on leur demande de faire quand même un effort supplémentaire, parce qu'on sait déjà ce qui se passe, mais jusque-là, c'est la catastrophe. Au contraire, vous voyez très bien, on arrête les gens depuis le 22 septembre, ils sont devant le tribunal, ils ont marché, on commence à chercher, n'est-ce pas, des preuves qu'on ne trouve pas, et là on vient de leur dire, vous avez plus 6 mois en prévention devant un tribunal militaire. Allez-y comprendre quelque chose. Tout ce monde-là, il y a des garants. Tout ce monde-là, on connaît leur maison. Maximilian Gombe, the government of Cameroon, yes, through the Minister of Justice, when he was speaking in Yaoundé during a meeting with other ministers on the 25th of the month of March, indicated that since the start of the second outbreak of COVID-19, 700 prisoners, for example, tested positive of COVID-19 in prisons, and the national president of the CRM political party, Professor Maurice Kamto, recently were demanding that prisons in Cameroon should be decongested, be released
indicated that this number was far less. Do you at least agree with him when he says that 700 Cameroonians positive in prisons by March 25 was less? C'est difficile d'avoir les statistiques dans les prisons. Mais je pense que si ces chiffres-là, moi je peux les multiplier par 2 ou 3. Nous savons ce que c'est que les chiffres ici. C'est difficile. Parce que d'abord, on ne vous laisse plus rentrer dans les prisons n'importe comment. Même avant la Covid, pour aller dans les prisons, il faudrait maintenant passer, c'est beaucoup de gymnastique, mais je pense qu'il faut les prendre déjà comme ça, mais peut-être les multiplier par 2 ou 3. But you, as a right group defender and concerned people, what have you guys at least taken the initiative to know what is happening to prisoners in prisons in Cameroon that you rightly indicated that are highly congested? Right. The Professor Maurice Kamto was talking about a study carried out in 25 prisons out of about 70 prisons in Cameroon. Just 25 prisons were concerned about this with these figures from the government of Cameroon. Right. Now you at your level, have you people abandoned prisoners vis-a-vis COVID-19 and the danger in prisons that you rightly indicated that are highly congested? Non, du tout. C'est nous qui avions écrit à l'époque, parce qu'il faut quand même remettre les choses dans son contexte. Hein. Nous travaillons avec les Nations Unies, et lorsque Madame Bachelet est passée ici, nous avons eu une séance de travail. Et donc, quand elle a demandé de congestionner les prisons, nous avons écrit à tous les présidents de la République. On a écrit au président de la République, Paul Biya, comme on a écrit à Idriss Déby, comme on a écrit à tous les présidents des 8 pays que couvre le REDAC. Et nous avons salué, n'est-ce pas, ce qu'ils ont fait à l'époque, c'est-à-dire que écouter ce que nous avons demandé. Ce que je relevais tout à l'heure, c'est que parmi les 8 pays, le Cameroun a été le dernier et n'a pas fait sortir autant de prisonniers. Il y a la liste, hein, on a fait circuler la liste. Ils ont la liste de tous les pays qui ont répondu, n'est-ce pas, à cet appel. À ce jour, depuis la deuxième vague de la Covid, il est difficile pour nous de vous dire exactement comment ça se passe. Par contre, ce qu'on fait, c'est que de temps en temps, quand on est en prison, c'est qu'on peut apporter des produits de première nécessité. Mais on ne peut pas faire ça pour toutes les prisons du monde du Cameroun, parce qu'il faut une véritable... C'est une question de volonté politique, de mettre tout le monde ensemble, n'est-ce pas, pour porter, n'est-ce pas, ce qui se passe. Ce n'est pas une question de X ou de Y, parce que les prisonniers ont les droits, et les prisonniers ne sont pas laissés pour les comptes. Les prisonniers doivent être pris dans une politique globale, n'est-ce pas, de l'État, de la société civile. Mais comme je ne fais que vous dire, l'État du Cameroun a abandonné. Tout le monde ne veut pas être avec la société civile dans aucun domaine pour travailler ensemble. What category of prisoners, for example, did you ask that the government should release? Because when you just say nous avons dit les prévenus. Nous avons même demandé que tous les prévenus sortent. C'est normal. Nous avons même demandé que nous pouvons nous porter, n'est-ce pas, garant. Nous sommes une organisation internationale. Nous pouvons nous porter garant pour dire ils peuvent, n'est-ce pas, répondre devant les autorités chaque fois qu'ils sont appelés devant le tribunal. Nous avons demandé que les femmes qui sont dans les prisons, qu'on les mette dehors. Nous avons demandé des activistes, n'est-ce pas, de la crise dite anglophone, pour la plupart qui n'ont jamais vu un juge. Vous savez qu'aujourd'hui, plus de 200 activistes de nord-ouest, sud-ouest sont dans les prisons, n'ont pas vu un juge d'instruction. Donc, si vous avez déjà fait 2 ans dans une prison sans voir un juge d'instruction, on vous reproche quoi? Donc, ça a été très clair. Donc, on a donné des catégories, mais ça n'a pas été respecté. Vous avez vu des gens qu'on a libérés. Hein? Vous avez lu le décret. C'était un décret. Alors que partout ailleurs, des prisonniers qui ont été libérés, ce n'était pas un décret présidentiel qui disait « vu ceci, vu cela ». C'était quelque chose de dire « au vu de la pandémie, je donne un mandat par exemple, au ministre de la Justice de procéder avec le parquet à la libération. » Et les prisons se vidaient.
Et le ministre de la Justice au Cameroun a été interpellé il y a quelques semaines par l'ancien directeur général de la CRTV, Amadou Vamouké, lui aussi prévenu. Oui. Cela fait 5 ans qu'il fait face à une procédure judiciaire dont il ne voit pas l'issue et dont il s'inquiète des différentes entourloupes et zones d'ombre qui entourent sa procédure. Avec les cas de Covid qui se multiplient en prison, il a fait part de son inquiétude sur ses conditions de détention et cette longue procédure judiciaire. Qu'est-ce que vous en pensez? Le REDAC s'occupe, n'est-ce pas, du dossier Vamouké depuis. Il faut qu'on dise clairement que le gouvernement camerounais est trop cynique. C'est du cynisme, ça. Je pèse mes mots. C'est du cynisme. Pourquoi vous êtes péremptoire? Je suis péremptoire parce que lorsque nous nous occupions, n'est-ce pas, du dossier Vamouké, il n'y avait rien dans le dossier. Rien. Nous avons fait des conférences de presse. Nous avons demandé la libération provisoire. Nous avons même demandé l'acquittement parce qu'au vu d'un dossier qui était vide, je dis bien vide, je le dis de façon péremptoire. Et c'est dommage qu'un pays broie, n'est-ce pas, ses enfants comme ça. C'est dommage. Je parle de M. Vamouké, mais je peux parler d'autres, de beaucoup d'autres, qui croupissent dans ces prisons-là. Et dont les dossiers sont vides, je dis bien vides. Ça, c'est du cynisme. Et je pense que quand on le dit, on ne le dit pas parce que nous n'aimons pas le pays, mais on le dit parce qu'il faudrait que ça cesse. Mais pourquoi? Il faudrait que ça cesse pourquoi ces personnes sont maintenues en détention malgré ces cris d'alerte venant de la société civile qui démontrent aux yeux du gouvernement qu'il y a des procédures judiciaires qui ne mériteraient pas de traîner en longueur? Quand on parle du cynisme, on parle, n'est-ce pas, de ce pays-là où toutes les instructions doivent venir d'en haut. Personne ne veut prendre ses responsabilités. La séparation de pouvoir. Le jour où nous allons arriver à une véritable séparation de pouvoir, M. Cédric Noufelé, nous ne serons plus traités comme des bêtes. Le pouvoir exécutif est devenu très fort. Encore, quand je parle du pouvoir exécutif, je dis aussi ceux qui se battent maintenant parce que la succession est très ouverte et chacun au niveau du pouvoir exécutif essaye de se positionner. Donc le pouvoir judiciaire attend les ordres de chacun qui se positionne. Et le pouvoir législatif, vous voyez très bien comment il a du mal à légiférer, sauf quand il s'agit, n'est-ce pas, d'aller se mettre dans des situations qui ne les concernent pas. Par exemple, interpeller un ministre des Affaires étrangères pour lui dire que le Cameroun est souverain, on n'acceptera plus que d'autres députés parlent de salissent l'image de notre pays n'importe comment. On attend les députés, n'est-ce pas, interpeller le ministre de la Justice sur, n'est-ce pas, des cas comme ces jeunes-là qui sont en prison depuis le 22 septembre, comme les activistes, n'est-ce pas, du nord-ouest, sud-ouest, qui n'ont pas vu les juges depuis plus de 2 ans, comme des cas de Vamouké, qui depuis 5 ans est prévenu. C'est là, on attend des députés. On attend des députés pour... On parle du cas Vamouké, on sait qu'il a été interpellé, ça fait pratiquement 5 ans aujourd'hui. Oui. Son procès a été renvoyé 64 fois. Oui. Donc jusqu'ici, il n'est toujours pas fixé sur ce qu'on nous reproche exactement. Oui. C'est vrai que c'est une situation qui sort un peu de l'ordinaire. On peut comprendre que vous interveniez pour exiger une célérité dans la procédure. Mais de là à conclure que le dossier est vide, on peut avoir le sentiment que vous faites une sorte d'usurpation. Il revient au tribunal, il me semble, au juge d'examiner la situation et de rendre une décision de culpabilité ou non. Lorsque vous arrivez à conclure que le dossier est vide, on peut avoir le sentiment que
Vous faites le travail de la justice. Ayez le sentiment que vous voulez. Moi, je ne suis pas dans les sentiments. Je suis dans du factuel. Je dis et je répète, vous dites une chose et vous dites peut-être, vous dites vous-même, 5 ans, vous êtes prévenu. Il y a quand même un juge. Qu'est-ce qu'on appelle un procès équitable? La première législature est finie là. Vamoulke est en prison avant l'élection législative qui vient d'avoir lieu. Le rôle des députés, c'est aussi, n'est-ce pas, de questionner la justice pour leur demander, mais la société civile a ce dossier ou alors a ces dossiers. Il s'avère qu'il y a quand même des manquements graves ici. Qu'est-ce que vous faites, n'est-ce pas, pour qu'il y ait un procès équitable ici? Ou alors, comme il n'y a pas un procès équitable, et nous pouvons aussi constater ça, nous aussi, nous demandons purement et simplement sa libération. C'est pour ça que je dis c'est du cynisme au niveau du gouvernement. Yes, parce que si vous prenez le cas en Vamoulke, 5 ans, vous n'êtes pas condamné. On vous a pris, on vous dit vous avez détourné des deniers publics. Vous n'arrivez pas à prouver depuis 5 ans. Depuis 5 ans, vous n'arrivez pas. Vous arrêtez quelqu'un, vous dites que vous l'arrêtez parce que c'est vous qui avez dit que vous l'arrêtez parce que les chefs d'inculpation, les voilà. Et vous n'arrivez pas à les prouver. Et vous me dites qu'on a des sentiments, qu'on fait le travail de la justice. Alors, soit la justice est incapable, soit alors, il y a quelqu'un qui ne veut pas que Vamoulke et tant d'autres, n'est-ce pas, soit dehors, soit alors le Cameroun, n'est-ce pas, à la tête sous l'eau. All right. Now, in the case of Cameroon, I wanted to say, because when you say in French that his dossier is vide, my understanding is that there's no case. That's empty probably, and what they're asking him or they're holding him for is not true. But Amadou Vamoulke, recently writing in his letter to the Minister of Justice, a key part of the seal in Cameroon, Laurent, so indicated that he was accused of having embezzled money while working as Director General of the state broadcaster in Cameroon. They held him for something at least, and Cameroonians know from the charges or what is being asked of him that he's being held for embezzling money. And he, in that same letter that I read through, indicated that he used the money for the growth of the CRTV, not for his personal growth, indicating somewhere that there was money that was used where it was not supposed to be used. Yes. Il n'y a pas de problème. Ce qu'on dit, c'est quand on dit le dossier est vide, c'est que on vous accuse d'avoir volé et on n'arrive pas à prouver que vous avez volé 5 ans durant. 5 ans durant, c'est ça qu'on appelle le dossier vide. On vous arrête, on commence à chercher les preuves. 5 ans après, on n'a toujours pas de preuves. Et vous venez me dire, mais il n'y a rien dans ce dossier. C'est pour ça que ça fait 5 ans qu'on est toujours en train de chercher. I want to just follow up briefly before Cedric takes the mic. I want to say this. This issue, this problem you are decrying with the case of Amadou Vamoulke, you rightly said that he is not the only one, that there are several other Cameroonians who've been arrested, who are still waiting trial for several years. You said there are some Anglophones, about 200 Anglophones who are arrested and of course have not been judged. You are saying that they are still in that condition. Now, this situation you are decrying, is it only common in Cameroon, or is the same case within the Central Africa where that works and within Africa? Le Cameroun est un pays atypique, croyez-moi. Ça fait plus de 10 ans que nous sommes en Afrique centrale. Il y a des prisonniers politiques partout, vous savez, au Congo-Brazzaville. Mais vous avez vu la dernière fois, même si on déplore tout ce que le président congolais a fait pendant l'élection présidentielle, il a affrété l'avion à son rival qui est mort, n'est-ce pas, en France. Il est mort quand il est arrivé en France avec l'avion qui a été affrété par, n'est-ce pas, la présidente de la République. Nous avons un de nos collègues, Roger Bouka, qui a eu un AVC à Brazzaville. C'est le président de Sassou Nguesso qui a affrété un avion alors que
il était plus virulent que tous les activistes. Et qui a affrété un avion pour qu'on l'évacue en France pour ses soins. Il peut arriver, comme de toutes les façons, des rivalités, comme vous savez, par exemple, Lissouba est décédé, Lissouba a demandé que son corps ne rentre plus jusqu'à ce que le président Sassou Nguesso ne parte. Il y a le général Mokokon. Ça, c'est des cas très, 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 très rares. Mais ici, c'est banal. C'est-à-dire qu'on passe d'un fonctionnaire, même à un activiste de bas peuple, qui a seulement manifesté. Je vous ai pris un petit exemple. Comment ça se fait que depuis le 22 septembre, on vient, n'est-ce pas, de proroger le mandat de détention provisoire de 6 mois du tribunal militaire? C'est inédit. Le Cameroun, au Cameroun, c'est inédit. Vous ne pouvez pas avoir des choses comme ça au Tchad. Je n'ai pas vu encore. Je n'ai pas vu ça en RCA. Je n'ai pas vu ça en Guinée équatoriale. Je n'ai pas vu ça en RDC. Je vous ai cité quelques exemples, mais je n'ai pas vu ça. Vous parlez du président congolais Denis Sassou Nguesso, mais on a suivi le directeur général actuel de la CRTV, Charles Ndongo, indiquer l'attention particulière que le chef de l'État, Paul Biya, avait pour l'état de santé du professeur Gervais Mendoza. Il a même indiqué qu'il a bénéficié de l'ambulance médicalisée du palais présidentiel au moment où son état de santé s'est complètement dégradé. Il a parlé d'une grâce présidentielle que personne n'a vu le décret rendu public officiellement. Comment appréciez-vous cette attitude des dirigeants camerounais face au cas Gervais Mendoza? D'abord, je trouve que le directeur général Charles Ndongo a manqué du respect, n'est-ce pas, au professeur décédé, paix à son âme. C'est de la roublardise, c'est du cynisme, à la limite c'est de la méchanceté. Je le dis et je pèse mes mots. Parce que nous avions l'habitude d'aller en prison, pas particulièrement pour voir le professeur Mendoza, mais pour voir d'autres, les Vamoulke et autres. Nous n'avons pas vu un seul instant le directeur général de la CRTV lui rendre visite. Même en esprit. C'est la première chose. Je voulais relever ça. Je trouve ça indécent. La deuxième chose, qu'on arrête de nous enfumer tout le temps des décrets du président, le président Paul Biya, jusqu'aux ambulances présidentielles. Alors, de deux choses l'une. Soit, l'ambulance présidentielle, il y a une ambulance présidentielle qui va s'occuper de ceux qui sont proches du président, et nous qui ne sommes pas proches du président, nous pouvons mourir si on est en détresse. D'abord, je voudrais que ce soit clair. Je voudrais que ce soit clair, parce que j'entends beaucoup de débats sur l'ambulance présidentielle. C'est normal que la présidente de la République ait une ambulance avec, n'est-ce pas, sa petite équipe ou même sa famille. C'est normal. Mais c'est normal aussi que tout citoyen puisse avoir une ambulance qui ne sorte pas probablement n'est-ce pas, de la présidence. Qu'est-ce qu'on veut nous faire croire en disant qu'il a même bénéficié de l'ambulance présidentielle? Est-ce que l'ambulance présidentielle est là pour sauver des citoyens camerounais malades? Quand je vous dis que le gouvernement camerounais, c'est du cynisme ça. Est-ce que l'ambulance présidentielle a pour vocation de sauver les citoyens camerounais malades? Donc cela veut dire, vous trois, nous quatre là, si après l'émission nous tombons malades, si la magnanimité du chef de l'État ou bien quelqu'un n'intercède pas auprès de l'État pour que nous ayons, n'est-ce pas, de l'ambulance, nous sommes morts. C'est ça que ça veut dire. Il faut qu'on arrête. La deuxième chose, je ne vais pas épiloguer sur les décrets présidentiels. Tout le monde a déjà dit qu'est-ce que c'est qu'un décret présidentiel. Un décret présidentiel, selon les règles, selon la loi, a, n'est-ce pas, un cheminement. Non seulement, il doit être rendu public
Et en même temps, il doit être inscrit dans le journal officiel en français et en anglais. À moins qu'il... Là encore, n'est-ce pas, on est toujours dans l'étonnement. Donc, il y a maintenant certains décrets présidentiels qui sont sous la table et d'autres qui sont sur la table. Mais vous voyez le degré du cynisme et de méchanceté. C'est-à-dire que des gens peuvent s'asseoir et nous dire qu'ils peuvent avoir des décrets présidentiels sous la table et d'autres décrets présidentiels sur la table et qui ne suivent, et certains qui ne suivent pas, n'est-ce pas, le cheminement que tous les Camerounais, n'est-ce pas, attendent. Ce n'est pas nous qui inventons l'eau chaude. C'est comme ça que ça a toujours été. C'est la première chose. La deuxième chose. Oui, allez-y. Est-ce que chaque fois que est-ce que le président de la République a gracié le professeur Mendoza? Non. Parce que son affaire était pendante devant les juridictions. Il faut que les Camerounais le sachent. Parce qu'il ne faut pas enfumer et il ne faut pas tout le temps venir raconter des histoires aux Camerounais. Quand vous dites pendante devant les juridictions, c'est pour dire quoi, Maximilien Ngombe? Il a été condamné, il a fait appel. Et je crois qu'il était devant la Cour suprême qui n'a pas encore statué. De deux choses l'une. Parce que justement, à ce niveau-là, il y a un problème. Le TCS, justement, le tribunal criminel spécial, est considéré comme un tribunal qui sort de l'ordinaire. On se souvient que lorsqu'on avait mis en place ce tribunal criminel spécial, des juristes étaient montés au créneau pour dénoncer le TCS parce qu'il échappait justement au principe du double degré de juridiction. Tout à fait. C'est-à-dire que la décision rendue par le TCS ne peut plus faire l'objet de recours. Tout à fait. De quel recours parle-t-on donc, s'agissant du cas de Mendoza? Non, c'est lui-même qui a fait appel de la décision. Il a dit qu'il conteste la décision. Et la Cour suprême, avec les éléments qu'il a apportés, peut regarder. On n'a pas dit on ne peut plus regarder sur certains aspects. On peut regarder sur ces aspects. Et non, ça n'a pas été vu. Ça n'a pas été vu. Peu importe, le président de la République est libre de gracier qu'il veut. La Constitution lui donne, n'est-ce pas, cette liberté-là. Mais il a l'obligation de sortir un décret pour dire au peuple camerounais qui lui a donné le mandat que voilà, je l'ai gracié selon le mandat que vous m'avez donné et j'ai demandé que ce soit inscrit afin que nul n'ignore. Bon, maintenant que le professeur Mendoza est décédé et qu'on vient nous raconter qu'on a demandé de ne pas faire du bruit autour du décret, quel est l'objet? C'est pour démontrer quoi? Ça va le ressusciter? Parce qu'il faut aussi savoir qu'est-ce que des gens recherchent en venant, n'est-ce pas, humilier même un cadavre. Mais comme ils sont habitués à humilier tous les cadavres, même des gens vivants, ils n'ont même plus de décence. Maximilien Ngombe, vous avez vu les images du professeur Gervais Mendoza durant ces dernières semaines, ces derniers moments de vie, complètement affecté par la maladie, très affaibli, gravement malade. Sa famille, à côté de lui, qui essayait de faire passer ce message d'un besoin important de prise en charge sanitaire. Est-ce que pour vous, qui assurez le suivi de certains prisonniers dans les prisons, c'est un problème, l'accès aux soins de santé dans nos pénitenciers? Ce n'est pas seulement l'accès aux soins, c'est même d'abord l'humanisation des prisons. Les soins, si vous ne pouvez même pas avoir les soins, si vous ne dormez pas, vous n'avez même pas où dormir. Figurez-vous, Monsieur Noufélé, il y a des gens qui payent 300 francs pour rester debout en prison, 1000 francs, 2000, pour avoir une place debout. On va le voir, 5000 pour seulement vous agripper sur un mur. On peut parler de ça toute une soirée, mais ce n'est pas la question. La question, c'est que moi, je veux bien. Et vraiment, j'étais choquée de voir ces images-là circuler sur les réseaux sociaux. Je voudrais aussi dire aux gens de respecter aussi de temps en temps, n'est-ce pas, l'humain. Mais je vais vous dire, il faudrait que les gens qui ont mis ces images-là sur les réseaux sociaux
mettre les images de tous les prisonniers. Si vous rentrez là dans les prisons, quand vous allez ressortir de là, vous allez peut-être avoir une crise cardiaque. Il y a des gens dans les prisons, là, qui sont enchaînés là, dans les prisons, qui sont secs, qui ne reçoivent même pas le Doliprane, qui n'ont même plus personne pour leur rendre visite. Par ailleurs, lorsqu'on parle de ça, il faut souvent apprécier, n'est-ce pas, certains administrateurs qui font leur travail. Nous avons ici, à la prison centrale de Neubel, depuis un moment, un régisseur. Il faut saluer, n'est-ce pas, le combat qu'il mène, d'humaniser la prison centrale de Neubel. C'est l'occasion de lui dire ici, bravo. Mais le problème c'est que, comme c'est centralisé, jusqu'où il peut aller, l'histoire de la prison est comme des autres pans de notre société, c'est que personne ne veut prendre une responsabilité parce que personne ne veut être méchant. Personne ne veut assumer parce qu'on risque de dire c'est vous qui ternissez l'image du Cameroun. Donc laissez ça comme nous sommes. Ils préfèrent le statu quo. Les soins dans les prisons, comme la nourriture, l'alimentation dans les prisons, comme l'eau potable dans les prisons, comme comment dire, la commodité pour dormir. Je vais vous dire, quand on vous met en prison, il faut déjà faire le signe de croix. Et justement, c'est ça, les pays répressifs, les pays dictatoriaux. Ils utilisent la prison pour plus vous faire peur. Parce qu'ils savent que dès que vous rentrez là, vous n'êtes plus un humain. Vous sortez plus de là. Soit vous sortez de là amoché. Amoché, ça peut être psychologique, ça peut être physique. Vous n'avez plus de force. Et donc, c'est pour cela que dès que vous êtes devant les juges qui n'ont plus, n'est-ce pas, qui ne peuvent plus rendre la justice, envoyez-les là-bas parce que c'est ça la dictature. Pour mesurer l'état de la dictature d'un pays, il faut regarder la prison, les prisons, il faut aller regarder les hôpitaux, il faut aller regarder les cellules, c'est-à-dire quand on vous arrête, dans quelles conditions on vous garde. De toute façon, le simple fait qu'on dise on va vous arrêter, mais vous commencez à dire c'est terminé. C'est ça. Et c'est fait à dessein. Quand la prison va commencer à être humanisée, quand les cellules, chacun sait que je peux rentrer à la cellule, je vais dormir tranquillement parce que je suis présumé innocent et je peux sortir de là parce que la justice va faire son travail. Quand tout le monde va aller à l'hôpital et savoir que je peux me soigner sans qu'il y ait l'intervention de X ou de Y, vous allez voir que nous allons commencer à sortir d'un état dictatorial. Parce que chacun va retrouver un peu de sa dignité. Parce qu'il s'agit là de la dignité humaine. On fera un focus sur les prisonniers de la crise anglophone dans la deuxième partie de cette émission. D'abord, une courte pause dans l'émission La Vérité en face. Invitée ce soir, Maximilienne Gombe, directrice exécutive du REDAC, lauréate du prix international du courage féminin décerné par le département d'État américain. Une courte pause dans l'émission La Vérité en face. Si vous nous rejoignez à l'instant, vous suivez l'émission La Vérité en face,
Invitée ce soir, la directrice exécutive du réseau des défenseurs des droits humains en Afrique centrale, le REDAC, c'est Maximilienne Ngombe qui est avec nous ce dimanche en direct sur Equinox Télévision. Maximilienne Ngombe, vous avez appelé plusieurs fois à la libération de ces personnes arrêtées dans le cadre de la crise anglophone. La dernière libération date de 2019, l'arrêt des poursuites prononcé au terme du grand dialogue national. Depuis 2 ans, aucune mesure de décrispation allant dans ce sens n'a été prise. Au moment où vous appelez à une commission vérité, justice, réconciliation, comment vous le vivez, cette absence de libération des autres personnes arrêtées dans le cadre de la crise anglophone dont vous avez fait mention dans la première partie de cette émission? Si vous permettez, je ne sais pas si on reviendra sur le cardinal Toumi, parce que il faut dire que la commission vérité, justice et réconciliation naît parce que nous constatons, n'est-ce pas, que le dialogue n'a pas produit un grand effet. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, nous constatons que au-delà de la crise dite anglophone, nous sommes rentrés dans une espèce, n'est-ce pas, de stigmatisation, de tribalisation à outrance, des propos haineux et de méfiance même vis-à-vis de nous, les compatriotes. La violence a atteint son apogée. Nous avons constaté qu'au niveau de l'extrême nord, la calmie qui régnait, les violences, les attaques de Boko Haram et les violations des droits de l'homme avaient repris belle lurette. Donc, il fallait réfléchir. Nous sommes très peinés de savoir que le cardinal Toumi est décédé sans qu'il ne puisse, n'est-ce pas, organiser sa conférence générale anglophone. Parce que c'était une préalable pour qu'on arrive à la commission Vérité, Justice et Réconciliation. Nous avons travaillé avec lui à maintes reprises et on était en phase là-dessus. Quel rôle devait-il jouer dans ce processus? Pour nous, d'abord en tant qu'homme de Dieu, parce que n'est pas cardinal qui veut, c'est pas ce qu'on dit ici, mais c'est qui peut. Et on ne compte pas des cardinals dans des pays, n'importe comment. Pour avoir un cardinal, c'est une grâce. C'est une grâce. Et nous pensions que c'était une grâce. Il devait présider la commission Vérité, Justice et Réconciliation. Il avait la capacité de présider avec d'autres Africains. Il y a même déjà un qui est déjà décédé au Ghana. L'ancien président du Ghana qui est décédé. Jerry Rawlings. Donc, on avait identifié certaines personnalités comme ça qui avaient donné, n'est-ce pas, leur OK. Nous sommes orphelins du cardinal. Je peux vous assurer que nous sommes orphelins. Mais nous pensons que nous aurons la force d'aller jusqu'au bout. Mais comment comptez-vous aller jusqu'au bout au moment où les appels à la libération des personnes arrêtées dans le cadre de la crise anglophone n'est pas suivi d'effets concrets? J'y viens. Je vous ai parlé de la dictature tout à l'heure. Et je vous parle aujourd'hui, tout de suite, n'est-ce pas, des personnalités lorsqu'il y a ce qu'on appelle conflit. Le REDAC n'est pas c'est pas son premier conflit à Manadi. Nous avons quand même, nous avons ça, qu'on le veuille ou pas, à notre crédit, la sortie de la crise en RCA. Il y a d'autres problèmes en RCA aujourd'hui, mais nous avons occupé les premiers rangs pour la signature de cessez-le-feu à Khartoum. Le REDAC était représenté. Nous avons été quand même dans la mise en place de la commission Vérité, Justice et Réconciliation en RCA. Elle n'a pas encore été effective, mais elle est déjà, le décret a été signé en 2019-2020. En 2019-2020. On attendait, n'est-ce pas, les élections législatives et autres là. D'ailleurs, on y sera là
On va en RCA là, le 26 mars. Donc, nous avons une expertise. Et on ne peut pas faire la commission Vérité, Justice et Réconciliation sans avoir la volonté politique. Nous avons vu ici dans le gouvernement du Cameroun, de la République, comme on l'appelle maintenant, d'un côté, n'est-ce pas, des caciques, probablement, qui profitent, n'est-ce pas, de ces crises-là. Profiter de la crise ou bien des conflits, ce n'est pas forcément des sous. C'est aussi, n'est-ce pas, le pouvoir. Nous avons vu comment on instrumentalise aussi, n'est-ce pas, ces conflits-là pour se maintenir, n'est-ce pas, dans des positions de pouvoir. Vous avez vu lorsque les séparatistes commettent des exactions, comment tout le monde vient sur le REDAC, le poids qu'ils veulent porter au REDAC, comme pour dire condamné alors condamné. Sans même faire des enquêtes, ils trouvent déjà que c'est les séparatistes. Alors que nous, au REDAC et d'autres organisations, la méthodologie, c'est d'abord d'enquêter, avant de dire c'est X et Y. Et vous avez vu comment nous avons condamné, n'est-ce pas, les exactions de tous bords. Mais vous avez vu comment des membres du gouvernement, au plus haut sommet, instrumentalisent les Camerounais pour leur démontrer que les voilà. Ça les profite. Comme ça, ils sont bien, ils gardent leur position. Nous, on peut toujours mourir et on peut s'entretuer entre nous. Lorsque le président Paul Biya pouvait encore faire sortir les gens en prison, il le faisait. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Comprends qui comprendra. Vous voulez dire qu'il n'est plus dans les capacités de pouvoir parvenir à une résolution de la crise anglophone à travers ces signaux d'apaisement que serait la libération de ces personnes? Monsieur Noufele, vous avez bien compris ce que j'ai dit. Mais la fin du film, nous l'attendons tous et toutes. Parce que il est inadmissible. Tous ceux qui ont vu aussi des gens fonctionner. Je discutais de cela avec quelqu'un qui m'est cher. On sait aussi jusqu'où le président Paul Biya pouvait aller lorsqu'il s'agissait même des arrestations arbitraires, compris de ceux qui sont en prison. Il ne pouvait pas faire 1 an sans libérer, n'est-ce pas, des prisonniers. Il ne pouvait pas laisser ces jeunes qui croupissent en prison, qui n'ont pas vu un juge d'instruction depuis 2 ans, sans faire quelque chose. D'ailleurs, en 2019, nous lui avons demandé de faire quelque chose. Vous avez vu. Donc, ceux qui pensent que le Cameroun leur appartient et qu'ils vont amener le Cameroun dans le chaos, alors que nous n'avons que notre bouche et nos yeux tous les jours pour leur exhorter que nous sommes des frères et que quand des frères sont dans des situations telles que nous voyons, nous nous arrêtons. Nous nous arrêtons. Les frères s'arrêtent, pardon, excusez-moi, et c'est avec émotion que je parle. Les frères s'arrêtent, ils se parlent. Ça ne veut pas dire que tout le monde a raison. Tout ce monde-là, chacun a des enfants. Ça ne fait pas 1 semaine, on a brûlé la maison d'un général. C'est un général ou un colonel, je crois. Un général. Les gens m'ont envoyé les images pour me dire, le REDAC ne dit rien. Je leur ai dit, j'espère que vous avez donné au général toute la capacité sécuritaire pour qu'on ne brûle pas, n'est-ce pas, sa maison. On est même arrivé à banaliser, n'est-ce pas, ces actes-là. Un général dans un pays qui doit être sécurisé, on brûle sa maison et ça passe comme ça, comme si de rien n'était. Vous croyez que on fait du mal à qui?
on démontre là que nous ne pouvons même plus rien faire. Vous savez ce qu'on appelle un général? Non, je ne vous apprends rien. Donc, je pense qu'il est temps que les Camerounais épris de paix puissent se lever comme un seul homme pour dire à ceux qui tapent dans l'ombre, n'est-ce pas, instrumentalisent, n'est-ce pas, cette crise-là, de dire ça suffit. Que ça suffit. Mais que nous les voyons. Parce que la commission Vérité, Justice et Réconciliation, je vais vous dire, c'est peut-être beaucoup redoutent. Il y aura la vérité. On documente, on archive. Chacun va répondre, y compris les séparatistes. Chacun y répondra, tôt ou tard, peut-être pas avec nous, mais ils répondront. Bien entendu qu'il y aura la justice transitionnelle, c'est-à-dire que le pardon, on pardonnera beaucoup. Même si on ne pourra pas oublier, mais on pardonnera beaucoup. Mais certains répondront aussi devant des tribunaux compétents. Parce qu'il faudrait quand même qu'après, nous nous réconcilions. Mais le gouvernement camerounais, dans ses récentes sorties, estime que la société civile, qui est portée sur les droits de l'homme, n'insiste pas assez sur les exactions commises par les groupes armés séparatistes. On a vu des députés du parti au pouvoir et 3 députés SDF, dont le premier vice-président national de ce parti politique, adresser une correspondance à leurs homologues américains pour leur demander aussi d'extrader les Camerounais qui, selon eux, seraient impliqués dans le financement des actes terroristes dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. De telles démarches, pour vous, une telle démarche s'inscrit-elle dans la résolution de la crise anglophone? Je veux vous dire, et je continue à vous dire, que vous voyez ce qu'on appelle un pays dictatorial. La séparation de pouvoir. Est-ce que c'est aux députés de demander à un État d'extrader des Camerounais qui sont, je ne sais pas quoi, dans leur imaginaire? Non. Je pense qu'il faut que les gens arrêtent. Ça, on appelle ça des joueurs. Hein. On appelle ça vous appelez ça au quartier des joueurs. Hein. Ils pensent qu'ils font quelque chose, ils ne font rien du tout. Il y a des pays qui sont des pays démocratiques, qui respectent les droits de l'homme. Ce n'est pas parce qu'eux ici peuvent venir arrêter quelqu'un dans sa chambre, disparaître avec la personne, et c'est après peut-être 20 mois ou 10 mois qu'on sait que vous êtes quelque part, qu'on pense que ça se passe comme ça là-bas. Mais pour eux, ces députés camerounais, ils estiment que les pays amis du Cameroun, notamment les États-Unis, sur leur sol se trouveraient des personnes qui financent, qui entretiennent le discours de haine dans les régions anglophones et qui financent le terrorisme. Le Cameroun a des accords avec les États-Unis. Quand je dis le Cameroun, l'État du Cameroun. N'est-ce pas? L'État du Cameroun a des relations avec l'État des États-Unis. Ça se passe entre États. Les députés des États-Unis n'ont pas demandé aux députés ici de régler le problème anglophone. Les députés américains ont exhorté et encouragé l'État du Cameroun à se pencher ou alors à régler le problème anglophone par le dialogue en libérant, n'est-ce pas, des activistes. Voilà ce que les députés ont fait. Les députés camerounais doivent demander au Cameroun, au gouvernement camerounais, d'accélérer, n'est-ce pas, le dialogue, les négociations et la mise en place de la commission Vérité, Justice et Réconciliation. C'est leur rôle. C'est leur rôle. Ils ont outrepassé même leur rôle parce qu'il y a un ministre des Affaires étrangères qui a la capacité de répondre. Si le président de la République estime qu'il ne peut pas répondre aux députés, d'ailleurs, c'est normal, le président de la République ne va pas répondre aux députés, le ministre des Affaires étrangères va répondre, n'est-ce pas,
aux députés ou alors à l'État en disant, vos députés ont fait... Ce n'est pas des députés à faire des pétitions. Le rôle des députés, ce n'est pas de faire des pétitions. One of the issues raised by the MPs, the members of parliament in Cameroon, in their letter, which you are condemning and saying that they were not in their right place to write to the United States to say that they should not at least be so concerned about things in Cameroon. One of the issues they raised in their letter was the fact that the U.S. Congress was painting a very disturbing picture of the situation in Cameroon, which according to them is contrary to the realities on the ground. D'abord, j'ai toujours du mal à parler des États. Parce que les États sont membres des Nations Unies. Le Cameroun, l'État du Cameroun, là, où chacun sort là pour dire que notre État est souverain, notre ceci, notre cela. Je ne sais pas s'ils savent que l'État du Cameroun est membre en part entière des Nations Unies. C'est-à-dire que lorsqu'il y a une assemblée générale, sa voix compte. Donc lorsque un pays, je viens s'il vous plaît, lorsqu'un pays a un problème, un autre pays peut, n'est-ce pas, demander de résoudre le problème. Hein, parce qu'ils sont tous, n'est-ce pas, dans ce qu'on appelle la communauté internationale. Le Cameroun fait partie de la communauté internationale. Donc, on ne peut pas faire partie de la communauté internationale quand on veut, ou alors lorsqu'on veut. Ça ne nous arrange pas, on ne fait pas partie de la communauté internationale. Donc, le Congrès américain, en tant que organe qui, n'est-ce pas, assure la continuité du gouvernement américain, est dans son rôle de demander à un pays qui est membre de la communauté internationale, un autre pays, que nous vous exhortons, ou alors nous vous encourageons de sortir de la crise. Very well. I've gotten you there, but now my concern here was the realities on the ground. That phrase, realities on the ground. The MPs in Cameroon were given the understanding that things are getting better in the northwest and southwest regions of Cameroon. Non, vraiment, monsieur, excusez-moi. Je pense que pour une fois, j'ai entendu des ministres dire que the Minister of Territorial Administration, for example, said that they won the war. Non, il avait dit ça une fois, mais après j'ai entendu que la recrudescence de la violence, j'ai dit ça commence à venir. Vous avez entendu ça? Que ce soit le ministre de l'administration territoriale, que ce soit même le premier de la communication, ils avaient dit ça à un moment, au moment où la recrudescence de la violence. Voilà. Donc, on ne peut pas dire une chose son contraire. Ce n'est pas nous qui avions parlé de la recrudescence de la violence. Et personne aujourd'hui ne maîtrise plus ce qui se passe, n'est-ce pas, au nord-ouest, sud-ouest. On peut toujours venir faire la propagande de la guerre. C'est ça aussi, la guerre, la propagande. Parce que chacun pense qu'il peut gagner. Mais un conflit fratricide ne se gagne pas toujours avec, n'est-ce pas, les armes. La Colombie nous parle là. Ils ont fait plus d'un siècle, plus d'un demi-siècle, 25 ans de guerre. Ils viennent seulement de signer, n'est-ce pas, le cessez-le-feu. Et ils sont en train ils ont mis en place la commission vérité, justice et conciliation. Le Libéria nous a parlé. La RCA, aucun pays au monde. Donc il ne faut pas que le gouvernement camerounais se leurre. Aucun pays au monde n'a gagné, n'est-ce pas, une guerre contre ses propres frères. Yes, ça ne peut pas se passer comme ça. I asked you that question because ça ne va pas. Non, vous m'avez dit, est-ce que je pense que ça va bien? Je vous ai dit qu'il faut qu'on arrête. Si dans un pays, on a combien de généraux? Si on brûle déjà même les maisons des généraux, vous avez vu les chefs traditionnels. Nous sommes sortis pour dire que nous avons dit, les chefs traditionnels nous avaient dit qu'ils ne voulaient pas rentrer. Le ministre de l'administration territoriale leur a dit, rentrez, je vais vous assurer, n'est-ce pas, la sécurité. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi on n'en parle pas? Donc quand on arrive à fond, et nous sommes tombés là, dans une situation telle que nous sommes obligés de nous asseoir. Maintenant, pour la libération, je vous ai dit, nous avons du mal
n'est-ce pas, à comprendre comment ça se passe, parce que nous ne voulons pas regarder avec les yeux. Que chacun de nous, chaque Camerounais regarde avec les yeux. Quand chacun de nous va regarder le Cameroun avec les yeux, et la façon dont, n'est-ce pas, le gouvernement, ou alors un certain nombre, n'est-ce pas, les membres du gouvernement se comportent, vous allez comprendre et vous serez d'accord avec moi que cette libération n'aura d'effet que si nous résolvons, n'est-ce pas, le problème dans sa globalité. Parce que personne ne peut, au jour d'aujourd'hui, ne peut prendre, n'est-ce pas, cette responsabilité. Yes, but you know that if there is still that mindset of key stakeholders in Cameroon, I'm talking at the level of the government of Cameroon, if they still have that mindset that things are getting better, it will be difficult for them to accept to be part of the Justice, Truth and Reconciliation Commission, or at least to give it the support that you desire to see an end to the Anglophone crisis. At the point where they are looking at the crisis from a different perspective, and you at the level of right groups are looking at it from a different perspective, how then do you intend to push them to see things your way so they can accept or give the support to your commission? D'abord, cette proposition est sur leur table. Nous ne faisons pas des propositions que nous gardons dans nos tiroirs. Nous ne fonctionnons pas avec des dossiers dans les tiroirs. Les dossiers sont sur la table. Ce que je dis ici, c'est sur la table. Je ne dis pas des choses derrière. Donc, c'est sur leur table. Une commission vérité et réconciliation se prépare. Nous avons même dit comment ça doit se passer. Nous avons parlé même des négociations. Nous leur avons même dit que, compte tenu du fait qu'ils disent qu'ils ne veulent pas des pays amis, c'est les Blancs, c'est les terroristes et autres, l'Union africaine a un siège à Addis Abeba. Allez à l'Union africaine. Comme la RCA est allée et les rebelles sont allés à Khartoum. Qu'est-ce qui coince? Pourquoi vous ne pouvez pas aller au siège de l'Union africaine? Le Cameroun est signataire, n'est-ce pas, de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples. Membre entière de l'Union africaine. Il peut, et l'Union africaine a un bureau paix et sécurité. Il y a la CAC, il y a la CEMAC, il y a l'UNOCA. Pourquoi ils ne peuvent pas demander à tous ceux-là qui ont des expertises en la matière? Mais je vous ai dit, pourquoi? C'est parce qu'il y a beaucoup de personnes qui savent que si on va vers cette commission-là, ils vont perdre leurs privilèges. Including separatist leaders? Are you including them too? Are they part of les séparatistes, comme il y en a au niveau du Cameroun, il y a d'autres qui sont exactement comme ça. C'est-à-dire qu'il y a des conservateurs. Il y a ceux qui ne veulent même plus rien entendre. Ils sont dans la sécession. Il y a ceux qui pensent qu'ils peuvent négocier. Le problème avec tout ce monde, c'est qu'il faut continuer à parler avec eux. Les points de discorde ne peuvent être résolus que si vous êtes assis. Je peux évoluer parce que vous m'avez convaincu. Comme je ne peux pas évoluer, et nous restons là. Mais il faut commencer d'abord à se parler. Et c'est pour ça que nous avions salué, nous tous, ceux qui avaient commencé ici. Et tout de suite, quand les conservateurs de tous bords ont vu que ça voulait prospérer, chacun est sorti parce que ça les arrange. Même au niveau des séparatistes, il y a des gens là-bas qui ne veulent pas que ça cesse. Parce que leur position de pouvoir, ils se voient déjà qu'ils sont avec... ils ont déjà un État qui vont peut-être avoir demain après-demain. Ils ont peut-être beaucoup d'argent dans leur privilège. Mais nous ne pouvons pas être crampés sur cela. Ils ne sont pas majoritaires. Même au niveau du gouvernement, ceux qui ne veulent pas que ça cesse ne sont pas majoritaires. Ils sont minoritaires. Le problème, c'est que ceux qui sont majoritaires ne veulent pas prendre leurs responsabilités. Alors, pendant ce temps, la crise s'enlise. Que faut-il faire? Faut-il suivre la voie tracée par les sénateurs américains qui proposent dans une résolution, par exemple, que les États-Unis, à travers l'administration américaine, sanctionnent individuellement tous ceux qui sont contre
le cessez-le-feu et contre des négociations pouvant permettre de résoudre pacifiquement la crise dans le nord-ouest et le sud-ouest. Êtes-vous favorable à ce qu'il y ait des sanctions internationales ciblées à l'encontre des membres du gouvernement ou des leaders de mouvements séparatistes impliqués dans cette crise? Nous sommes très favorables à cela. Nous avons même demandé à l'Union africaine de faire pareil. Et la Commission africaine des droits de l'homme va se tenir là dans 5 jours. Nous avons une déclaration publique qui va dans ce sens-là. Que l'Union africaine, n'est-ce pas, encourage l'État et les sécessionnistes à aller à un cessez-le-feu. Sinon, que l'Union africaine prenne, n'est-ce pas, des sanctions ciblées pour tous ceux qui sont, n'est-ce pas, contre la résolution de la crise. L'Union africaine sait qui est contre. De toutes les façons, tout le monde sait qui est contre. Que ce soit chez les séparatistes, que ce soit, n'est-ce pas, au niveau, n'est-ce pas, de l'État. It looks like it's having a double cost. Just before we started this program, Maximilian Gombe, I saw a report from your sister right group, that is the Center for the Center for Human Rights and Democracy in Africa. Yeah, you know the center. Yeah, they just published a report a few minutes before we started this program about another crisis in the northwest and southwest regions. They were talking about a conflict in localities like Mwa subdivision and in Boom subdivision, a conflict between Fulanis and the local population. Oui. Il n'y a pas que ça. Les Bororo, aujourd'hui, comme je disais, la situation devient intenable. Ce n'est plus séparatiste contre l'armée camerounaise, c'est les communautés entre communautés, c'est des milices contre des communautés. Donc c'est tout un conflit dans le conflit. And the center says about 17 people, about 18 villages were burnt in one subdivision. Over 17 people killed, unarmed civilians killed in the conflict. And of course, they goes ahead to talk about what they say is some sort of, one point, a complicity from the government who at one point used other groups to fight others. Bien sûr. And a revenge, some sort of revenge from a community that were targeted by armed separatists. C'est la vérité. Tout ce qui est dans le rapport, de toutes les façons, nous sommes en accord avec le rapport parce que c'est une documentation assez sérieuse. Nous sommes d'accord, c'est ce qui se passe. C'est pour cela que nous ne pouvons pas nous taire lorsque nous voyons des atrocités comme ça, avec la complicité de certains membres du gouvernement qui utilisent des communautés maintenant contre d'autres communautés. Quelles en sont les conséquences lorsqu'on en parvient à ces conflits intercommunautaires sur le théâtre d'une violente crise sociopolitique ayant un volet militaire très important? Nous ne le souhaitons pas, mais nous ne pouvons pas ne pas lorgner le Rwanda. Parce qu'après, il n'y aura plus de... Personne ne maîtrisera personne. Le voisin ne maîtrisera plus son voisin, et même l'époux ne maîtrisera plus l'épouse. Chacun va suspecter l'autre, et il n'est pas exclu que nous arrivons à la rwandalisation. Ce n'est pas notre souhait, mais c'est pour cela que nous ne faisons que dire de cesse qu'il faut que, n'est-ce pas, des uns et des autres se ressaisissent. Et plus précisément, certains membres du gouvernement qui savent, et qui m'écoutent là, parce que je suis sûr qu'ils écoutent, et qui savent que les Camerounais, et certains d'entre nous, savent très bien qu'ils manœuvrent parce qu'ils veulent absolument garder leurs privilèges et leur position de pouvoir. Et on parle là, par exemple, des droits économiques. Il y a également des droits sociaux. Oui. Très souvent, lorsqu'on a parlé du REDAC, le sentiment qu'on a, c'est que c'est une structure qui travaille davantage sur les droits politiques. On se souvient qu'il y a quelques jours, par exemple, au Parlement, il y a un député, le président national du PCRN, qui a attiré l'attention des parlementaires sur la question des droits sociaux, faisant allusion, par exemple, à l'accès aux bâtiments publics des personnes handicapées. Est-ce que c'est un terrain sur lequel évolue également le REDAC? Est-ce que vous menez des plaidoyers pour l'amélioration, pour la promotion des droits sociaux? Non.
on ne peut pas être partout. C'est pour ça que je dis, on ne peut pas être expert en expertise de tout. Il faut que chacun reste dans son créneau, sinon on n'est plus productif. Autant le REDAC s'occupe des défenseurs qui ont des handicaps, autant le REDAC ne s'occupe pas des problèmes, des droits sociaux, économiques. Par contre, ou en revanche, le REDAC a ses associations qui travaillent, n'est-ce pas, sur ces thématiques-là, et nous les soutenons pour que les organisations mènent bien leur travail. Et lorsque ces organisations-là sont, par exemple, menacées, le REDAC demande, n'est-ce pas, qu'on cesse de les menacer. Mais ce n'est pas nous travaillons sur les droits civils et politiques. Et c'est pour cela que c'est très difficile, parce que ces droits, dans des pays, n'est-ce pas, où la longévité quand même des chefs d'État est quand même assez élevée, dans les 8 pays de l'Afrique centrale, excepté la RCA et la RDC, vous pouvez comprendre que ce n'est pas évident. Alors, c'est pas évident. Maximilienne Gombe, vous venez de recevoir ce prestigieux prix international du courage féminin décerné par le département d'État américain. Vous faites partie de ces 12 femmes qui ont été plébiscitées, distinguées pour leur courage dans la lutte contre les violations des droits humains. Un prix que vous recevez en tant que directrice exécutive du REDAC dans une sous-région où l'état de droit est la chose la moins partagée dans la plupart des pays d'Afrique centrale. Quel message, quel signal ceux qui vous décernent ce prix veulent-ils envoyer aux dirigeants d'Afrique centrale en vous décernant ce prix? Je pense que le premier message, c'est qu'on sait où est la vérité. Parce qu'il faut quand même que les gens sachent, parce que j'entends, comme d'habitude, on aime au Cameroun parler de tout et de rien. Tout le monde est expert, tout le monde est docteur, un doctorat. Je voudrais dire que c'est un prix, tous les ans, on décerne ce prix-là à des femmes courage. Et les ambassades, il y en a 200 dans le monde entier. Donc chaque ambassade doit envoyer une candidate. Et on ne veut pas plus de 12. Souvent même, il y a 3 ou 4 ou 5. Et dans les 12 que vous voyez là, certains, on leur a décerné à titre posthume, comme des femmes en Afghanistan qui sont décédées. Donc, c'est quelque chose, c'est un prix, on ne vous donne pas ça à la légère, on vous suit pendant plus de 10 ans. On suit votre travail. Et le travail, ce n'est pas seulement la dénonciation, on suit aussi ce que vous avez apporté aux communautés. Qu'est-ce que vous avez pu, le plaidoyer que vous avez mené pour que les communautés se sentent en sécurité, que les droits soient respectés, que l'état de droit, même si elle est la chose la moins partagée, qu'elle soit au moins un espoir, que la consolidation des institutions démocratiques soit peut-être un rêve, même si elle n'est pas encore là. Et c'est après qu'on vérifie si vous méritez, on vous donne. Moi, je pense, le message, il ne s'agit pas seulement de moi, mais si vous allez voir toutes les femmes qui ont eu ce prix cette année, c'est des pays où, quand même, les situations sont très, très difficiles. Je pense que le premier message, c'est que, 1, on sait où il y a la vérité. 2, n'ayez pas peur si vous êtes dans la vérité, si vous êtes dans la justice, si vous êtes dans la chose la mieux partagée qui est, n'est-ce pas, la dignité humaine, si vous êtes avec le peuple. Le 3e message, c'est pour dire au gouvernement que vous pouvez faire mieux. C'est peut-être la voie à suivre. Vous n'avez pas besoin, n'est-ce pas, de jeter ce genre de personnes en pâture. Vous avez besoin plutôt de les écouter pour mieux vous améliorer. Est-ce que vous avez été reçu par les autorités gouvernementales? Est-ce que vous avez reçu des félicitations pour cette distinction qui, elle aussi, honore le Cameroun? Je vais vous dire, et vous allez rire un peu, parce il y a des moments il faut rire, même quand la situation est grave. Lorsque je suis au courant du prix, ici à Kinox, le vendredi matin, je suis invitée le vendredi matinal avec Eric Fopoussi. Et puis j'entends félicitations. Je dis, c'est quoi félicitations? Mais parce que le département d'État
a mis le communiqué de presse dans la nuit de jeudi à vendredi sur son site pendant que nous dormions. Mais avant, ils ont, n'est-ce pas, via, n'est-ce pas, celle qui représente l'ambassadeur ici, n'est-ce pas, ils ont donné l'information au ministre des Affaires étrangères. Et quand le ministre des Affaires étrangères a eu la représentante de l'ambassadeur au téléphone qui lui a annoncé la nouvelle, il lui a juste dit « Merci pour l'information, crack ». Voilà. Donc, elle me l'a dit et je souriais. Je veux dire qu'en réalité, je m'attendais, je ne suis demanderesse de rien. Tout le monde le sait. Mais je voudrais quand même dire que je prends le peuple camerounais à témoin pour continuer à leur dire que vous voyez très bien ce qu'on appelle la discrimination lorsqu'il s'agit, n'est-ce pas, d'honorer tous ces enfants, de quel bord que ce soit. Je suis convaincue que si j'avais été membre du RDPC, ou alors un peu, ou alors même ami, un peu, je suis sûre et convaincue que j'aurais pu avoir toutes les félicitations. Il y a eu en 2012 Henriette Ekwe, oui, qui a obtenu également le prix du courage féminin. 10 ans avant, oui. Mais on voit également d'autres femmes écrivaines comme Djali Amal qui a été honorée par le Cameroun. Pourtant, elle n'est pas militante d'une formation politique, encore moins associée au parti au pouvoir. Le jour qu'elle écrira que les libertés fondamentales sont bafouées au Cameroun et qu'elle a un prix, je reviendrai ici, on en reparlera. Et concernant l'implication des femmes dans la résolution des conflits au Cameroun, en Afrique centrale, on observe qu'elles sont pratiquement absentes dans les processus de règlement des conflits. Qu'est-ce qui explique cette mise à l'écart? Quels sont les enjeux pour vous d'implication des femmes dans ces processus de paix et de sécurité? Merci de m'avoir donné la parole par rapport à cela. Les femmes et les jeunes filles, c'est elles qui paient le lourd tribut lorsqu'il y a des conflits, des viols massifs. On parlait des droits sociaux, économiques et culturels. C'est elles qui sont dépouillées de tout. Mais c'est elles aussi qui sont écartées lorsqu'il s'agit, n'est-ce pas, de la prévention, n'est-ce pas, et de la résolution des conflits. Mais avant, je voulais vous dire, quand même, que les Nations Unies, M. Fall est venu ici, de l'UNUCA, le représentant du secrétaire général des Nations Unies en Afrique centrale, pendant 30 minutes, n'a fait que des éloges par rapport au prix. Et a demandé, et m'a dit que je m'en vais dire au gouvernement que pour nous, Maximilien doit porter, n'est-ce pas, la lutte pour, n'est-ce pas, les négociations et la paix au Cameroun. Il a dit, j'étais au Congo-Brazzaville, mais il a tenu que je sois dans une réunion, dans une conférence vidéo. Et je lui ai dit, je ne faillirai point. Il est là peut-être, on nous écoute. Mais les femmes, effectivement. Mais pourquoi? Parce qu'on considère que la femme va être toujours en dernier lieu. C'est-à-dire qu'on peut parler au nom de la femme, on peut décider. De toutes les façons, on n'a pas besoin de grand-chose. C'est d'ailleurs pour cela que nous avons, dans la résolution des conflits aussi, et dans la prévention de la paix, et dans la commission Vérité et Réconciliation, nous avons un projet qui est en cours là, qui est l'engagement de la jeune fille et de la femme dans la prévention de la paix et dans la résolution des conflits. Nous avons impacté, nous voulons faire à ce que les jeunes filles et les femmes au Cameroun soient au centre. Et nous nous y attelons. Comment vous y parvenez? Quelle est la stratégie concrète? La stratégie, c'est que nous avons d'abord formé un groupe de jeunes filles sur la médiation et la résolution des conflits.
Et ces jeunes filles-là, nous avons mis en place ce qu'on appelle le dialogue intercommunautaire. Et nous avons dit que ces jeunes filles vont, n'est-ce pas, animer ces dialogues intercommunautaires. Et il y aura plus de femmes que d'hommes qui viendront de toutes les régions pour venir vivre ce que des autres femmes et des autres jeunes filles vivent dans des régions en crise. Et ensemble, avec des moyens traditionnels, parce qu'on sait très bien que tout ce qui nous divise, c'est ça qui nous unit. C'est pour cela que je dis, nous ne pouvons pas gagner cette guerre avec les armes. Nous avons tous le jujum, nous avons tous la calebasse, nous avons tous le tam-tam, nous avons tous le tambour, et nous savons quel est le rôle que ces instruments ont joué dans nos villages. Nous tous, nos villages confondus. Et c'est avec ces instruments-là que des jeunes filles animent le débat, le dialogue, pour que chacun, dans sa région, apporte quelque chose qui fait à ce que le Cameroun, dans, n'est-ce pas, sa diversité, et c'est là qu'on voit que dans notre diversité, nous avons pratiquement les mêmes instruments, n'est-ce pas, de paix. Et donc, le premier dialogue va se tenir le 21, le 22, le 23 dans le littoral. Et nous pensons que le gouvernement camerounais va envoyer, n'est-ce pas, des autorités pour venir encourager ces jeunes filles-là et ces femmes-là pour qu'elles soient, n'est-ce pas, qu'il y ait un impact. Je vais vous dire, le jour où les jeunes filles et les femmes vont être au devant de la scène ici au Cameroun, vous allez voir que la crise dite anglophone va commencer à trouver des solutions. And more to that, in the Fan region too, we understand that you are decrying a situation where women are kept aside when it comes to making key decisions or moving out of crisis. But we are also seeing women being used by Boko Haram, for example, as suicide bombers. We are having reports, be it from Human Rights Watch or other non-governmental organizations, talking about many persons who have been killed recently, about 80 killed between December 2020 and 2021. As of now, 80 persons killed. But talking about a high number of women who are either being used as suicide bombers or are attacked and killed by women. We have the impression that women at one point leave themselves to be vulnerable in the hands of these terrorists. Non. Je dis non. C'est nous, c'est l'État qui rend, n'est-ce pas, des jeunes filles et des femmes vulnérables. Et lorsqu'elles deviennent vulnérables, les terroristes récupèrent. D'ailleurs, nous sommes en train de faire une recherche pour, n'est-ce pas, faire sortir les jeunes filles, n'est-ce pas, de leur de l'extrémisme violent. Et donc, cette recherche-là, on voit très bien que ce n'est pas elles qui deviennent vulnérables, ou alors elles ne veulent pas être vulnérables, mais c'est qu'elles sont dans des conditions telles qu'elles sont obligées de devenir vulnérables. C'est-à-dire, quand vous n'avez pas de conditions pour aller à l'école, quand vous n'avez pas de conditions, n'est-ce pas, pour manger à votre faim, quand on vous envoie dans un mariage à 13 ans, à 12 ans, à 9 ans, chez un monsieur qui a déjà 5, 6, 8, 10 femmes, et on vous dit que c'est parce qu'il va vous acheter des pagnes, et puis vous serez madame telle, madame l'autre, et que le gouvernement ne fait rien pour protéger, n'est-ce pas, ces jeunes filles-là. Qu'est-ce que vous voulez? Ce qui reste, c'est d'aller... D'autres filles qui n'ont pas eu le privilège, entre guillemets, d'être conduites à ces mariages-là, et qui veulent aussi avoir un confort. Pensez, qu'est-ce qu'elle va faire? Quelqu'un va lui dire, écoute, moi, au nom d'Allah, tu peux mourir, mais tu vas laisser ta famille avec... je ne sais pas, un peu d'argent et tout ça là. Et puis, comme elles sont dans l'ignorance globale, parce que instruites, c'est elles qui sont limitées, autres, mais pourquoi pas? Donc, c'est pour cela qu'il faut tout le temps, interpeller le gouvernement pour qu'il prenne ses responsabilités.
je suis toujours embêtée, lorsque les gens parlent, de mettre tout le temps les séparatistes sur le même pied d'égalité que le gouvernement. Ça aussi, c'est embêtant. À moins qu'on veuille nous dire que le gouvernement n'existe plus. C'est le gouvernement qui a la responsabilité de notre sécurité. La responsabilité, n'est-ce pas, de nos biens. La responsabilité de nous donner, de notre bien-être. Et lorsque le peuple lui dit, la voie que tu es en train de prendre pour notre bien-être, pour notre sécurité, n'est pas la bonne, il a l'obligation d'écouter la voix du peuple. C'est ça la vérité. Et dans cette Afrique centrale, Maximilien Ngombe, pour terminer cette émission, l'on observe une multiplication des zones de conflit dans la sous-région Afrique centrale, notamment dans des régions où il y a la pauvreté, il y a le manque d'instruction et il y a ce besoin d'amélioration des conditions de vie. Et cela fait face à une longévité extraordinaire, longévité record des présidents à la tête de leur pays. C'est là où ces zones de conflit se multiplient. Vous, en tant qu'actrice, activiste des droits de l'homme, qui observez l'évolution de la société dans la sous-région Afrique centrale, qu'est-ce que vous proposez concrètement au leadership de la zone CEMAC, la zone CEAC? Je voudrais d'abord dire effectivement que c'est préoccupant. C'est préoccupant, l'Afrique centrale, avec la longévité des chefs de l'État. Au niveau de la CEMAC, je pense qu'au niveau de la CEAC aussi, c'est préoccupant. Dans notre proposition de la Commission Vérité, Justice et Réconciliation, que nous voulons que ce soit dans la sous-région, là où il y a des conflits, il y a effectivement la question, n'est-ce pas, de la gouvernance, la question des formes de l'État et la question aussi des institutions démocratiques. Si je prends l'exemple du Cameroun, parce que nous avançons là, en RCA. La RCA, c'est un exemple, comme on dit, qui doit parler aux autres. On sait ce qui se passe en ce moment, on sait ce qui se passe, mais sur la globalité, la RCA est sur le bon chemin. Quand on revient au niveau du Cameroun, vous voyez très bien qu'en 1996, la Constitution a demandé qu'il y ait la décentralisation. 1996 jusqu'à aujourd'hui, ça fait 25 ans. J'ai entendu qu'il y a déjà la décentralisation, mais vous voyez très bien, depuis un moment, les crispations entre les autorités au niveau central et les maires. Juste pourquoi? Parce que le Cameroun a dépassé le stade de la décentralisation. Ça ne peut plus marcher. Il faut dire les choses clairement. Ça ne peut plus marcher. Là, je parle en tant que citoyen camerounais. Ça ne peut plus marcher. On ne peut plus aujourd'hui penser que la décentralisation va marcher. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, la façon dont les élections se passent au Cameroun, et même en Afrique centrale. Vous avez vu, je vous ai parlé un peu du Congo. Hein, vous écoutez le Tchad, là. Mais prenons le Cameroun, parce qu'on ne va pas faire de l'amalgame. Avec en face, se passe aussi au Cameroun. On ne peut plus faire des élections, on ne peut plus... Les Camerounais ne veulent plus des élections comme ça. Mais quand on le dit, il faut poser le problème sur la table. Ça ne peut pas se négocier chacun dans sa case. C'est tout un système qu'il faut revoir. Tout un système, du sommet jusqu'à la fin. Parce que c'est ça qui va permettre une alternance véritable démocratique. Un préfet, un sous-préfet, un gouverneur, donc vous voyez comment il y a trop d'administration centralisée. Et ça ne peut que contribuer, tous ces gouvernements, toute cette administration centralisée, n'est-ce pas, contribue au recul de la démocratie
n'est-ce pas, au recul de l'état de droit. Et bien entendu, à l'accentuation de la pauvreté. Parce que quand vous ne pouvez pas décentraliser des richesses, comment vous pouvez les partager équitablement? Quand la justice même n'est pas décentralisée pour qu'on rende la justice au nom du peuple, comment vous pensez qu'on peut être dans un état de droit? Et quand je parle décentralisé, ce n'est pas avec du papier, ce qu'on a dit décentralisation, c'est qu'il faut revoir la forme de l'État parce que, et je pense que ceux qui parlent du fédéralisme ont raison. Maintenant, c'est sur la table que chacun va dire à 2 États, à 3 États, à 4 États, à 5 États. Nous ne pouvons pas échapper à cela. Mais nous ne pouvons pas le dire seulement dans nos salons feutrés. Nous devons nous asseoir ensemble, en se regardant dans les yeux. Regardez la Constitution du Cameroun, l'article 66. Qu'est-ce qu'il y a déjà? J'entends là qu'il y a des gesticulations au niveau de l'Assemblée nationale. Les gesticulations. Parce que l'Assemblée nationale, tout le monde sait qu'elle gesticule. Vous avez 180 députés, 150 sont du parti au pouvoir. Même si vous étiez même de l'opposition, admettons, hein, vous étiez même, hein, encore que bon, ça c'est questionnable, mais bon, laissons, ça c'est un autre débat. Vous faites quoi? Vous faites quoi? Même ceux-là qui ont accepté d'avoir 150 députés, quel est le projet? Si ce n'est pas pour maintenir le Cameroun dans un chaos. C'est la première fois, je vais vous le dire aussi, depuis l'avènement du multipartisme, que le RDPC ait 150 députés. Je parle sous le couvert, n'est-ce pas, de vous tous qui êtes informés. Qu'est-ce qu'on veut nous faire comprendre là? Au moment où la marche pour les institutions démocratiques devrait être l'idéal, un parti prend 150 députés et on vous dit c'est normal dans un pays démocratique. Mais c'est un problème. Mais c'est un vrai problème. Donc, tous ces problèmes-là nécessitent, M. Cédric Noufélé, pour que des Camerounais, des fils et des filles, s'asseyent en se regardant dans les yeux. On n'est pas obligé de s'aimer. Hein. On n'est même pas obligé d'être d'accord, mais on est obligé de se parler. Et on est obligé, pour les jeunes générations, n'est-ce pas, de tracer la voie. Si vous permettez que je termine, parce que j'attendais que vous me parliez, je ne voulais pas partir d'ici sans parler, n'est-ce pas, de l'image du cardinal Toumi. Ça serait, n'est-ce pas, me faire moi-même du mal. Le cardinal Toumi, du vivant de tout le monde, on n'a jamais vu le corps d'un prélat sur les réseaux sociaux. Un prélat. Je parle d'un prélat. Et c'est le seul cardinal que nous avons. Nous avons vu le corps, c'est l'abomination. Nous n'avons pas vu la sortie du ministre de l'administration territoriale. C'est le ministre de la Santé. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il vient faire là, qui vient condamner, n'est-ce pas, cette sortie-là. Le ministre de l'administration territoriale. Parce que dans les images, on a vu le ministre, les personnels de la santé qui étaient... Et alors, c'est les personnels de la santé qui maintenant administrent la société. Le ministre de la Justice, même au niveau de la présidence, on aurait dû, on aurait pu, on attendait. Et j'espère qu'en m'écoutant, peut-être, ils vont se rattraper. Que comme ça, dans ce pays, lorsque même le corps d'un cardinal comme cardinal Toumi se retrouve sur les réseaux sociaux, c'est que le Cameroun est dans une situation assez compliquée et que ça nous parle. La deuxième chose, le directeur général, je lui donne le directeur général de la CRTV, avec le ministre de la communication, le ministre de
le ministre de l'Enseignement supérieur. J'aurais souhaité les voir faire une émission spéciale à la CRTV pour le cardinal Toumi. J'avoue que je n'ai pas toujours été au Cameroun, mais depuis que le cardinal Toumi est décédé, je suis là. On n'a pas vu ça. Les Camerounais n'ont pas vu ça. Ce n'est pas bon. Ils ont diffusé un entretien que le cardinal Toumi leur avait accordé. Un entretien n'est pas un entretien, ce n'est pas une émission spéciale. Une émission spéciale. Je ne sais pas ce que vous entendez, si vous savez ce qu'on appelle un cardinal. Je n'ai pas vu, n'est-ce pas, à la une de Cameroun Tribune, un adieu au cardinal Toumi. Je suis très peinée. Là, je parle à mon nom personnel. Qu'est-ce que vous voulez insinuer, Maximilien? Je veux insinuer que un État qui broie, l'État du Cameroun, le gouvernement camerounais, a humilié le cardinal Toumi de son vivant. Et j'ai le sentiment que cette humiliation va le poursuivre jusqu'à sa dernière demeure. Mais on a vu la lettre de condoléances du chef de l'État adressée à l'archevêque métropolitain de Douala. Dans cette lettre, le président Paul Biya salue la mémoire du cardinal Christian Toumi et adresse ses condoléances sincères à la communauté chrétienne catholique je pense que cette et lettre, à sa famille biologique. Je pense que cette lettre était sincère. Je peux le dire pour une fois. Pour ceux qui pensent qu'on ne dit jamais, elle était sincère. Je l'ai trouvée sincère. Ce que je n'ai pas compris, c'est qu'elle vienne, n'est-ce pas, 4 jours après. Mais on peut toujours dire que l'agenda du président est trop surchargé. On n'en sait rien. Mais je pense qu'elle était sincère. Mais ce que je voulais dire, c'est que je n'insinue rien. Je veux simplement dire que les Camerounais et les Camerounaises doivent savoir que on ne peut pas humilier les Camerounais et les patriotes qui se battent pour un Cameroun meilleur. L'histoire retiendra de toutes les façons que vous l'avez fait. Nous n'avons pas besoin de reconnaissance, mais nous avons besoin d'un peu de respect mutuel. Maximilien Ngombe, la Commission nationale des droits de l'homme réformée avec un nouveau président et des membres qui rejoignent cette commission, pensez-vous qu'avec cette réforme menée au sein de la commission, cette arrivée de nouvelles personnalités à la tête de cette institution, vous pourrez travailler ensemble pour l'amélioration de la situation des droits de l'homme au Cameroun? Le rôle des organisations de la société civile, c'est de travailler avec les commissions nationales des droits de l'homme. On sort là du Congo. L'État, le gouvernement congolais, les autorités congolaises nous ont refusé les accréditations à la Commission nationale des droits de l'homme du Congo et aux membres de la société civile, entre guillemets, qui leur posaient problème par rapport à l'observation des élections. Donc vous voyez très bien que nous pouvons travailler. J'étais avec le président de la commission. On envisageait, mais parce que la commission là-bas est du côté des organisations de la société civile. Ici, depuis la mort du docteur Chemouta, non seulement on a dépouillé la commission de peu de membres comme la secrétaire générale Eva Mayer qui était un militant des droits de l'homme, comment on l'appelle, Tilda Kumishi, qui était un membre de la société civile. On a mis tous ceux qui sont contre les droits de l'homme. Il y a le président, tout le monde le sait. Ce n'est pas, de toutes les façons, avec le rédac lui-même, nous sommes même devant le tribunal, parce qu'il a dit un jour que nous avons mis en place des activités pour déstabiliser le Cameroun. On attend toujours qu'ils nous demandent. On espère qu'un jour les enquêtes seront, voilà, la justice. Vous portez plainte, on n'entend pas des protagonistes, le dossier dort toujours, parce que bon, il y a des gens qui sont des justiciables, d'autres ne sont pas des justiciables. Voilà. Donc, il y a 2 poids 2 mesures. Donc, pour nous, il y a 2 poids 2 mesures. Donc, pour nous, il y a 2 poids 2 mesures. Donc, pour nous, il y a 2 poids 2 mesures. Donc, pour nous, il y a 2 poids 2 mesures. Donc, pour nous, il y a 2 poids 2 mesures. Donc, pour nous, il y a 2 poids 2 mesures. Donc, pour nous, il y a 2 poids 2 mesures. Donc, pour nous, il y a 2 poids 2 mesures. Donc, pour nous, il y a 2 poids 2 mesures. Donc, pour nous, il y a 2 poids 2 mesures. Donc, pour nous, il y a 2 poids 2 mesures. Donc, pour nous, il y a 2 poids 2 mesures. Donc, pour nous, il y a 2 poids 2 mesures. Donc, pour nous, il y a 2 poids 2 mesures. Donc, pour nous, il y a 2 poids 2 mesures. Donc, pour nous, il y a 2 poids 2 mesures. Donc, pour nous, il y a 2 poids 2 mesures. Donc, pour nous, il y a 2 poids 2 mesures
la désignation de, cette commission, de la commission cette fois-ci n'a pas respecté les normes. Il y a des principes de Paris. Il y a des principes pour mettre en place la commission. La mandature passée, nous avons travaillé avec la commission sans problème. Avant même, la question Yandal, on a enlevé des gens en prison, en symbiose. On a travaillé en symbiose. Des dossiers qui n'étaient pas du ressort du REDAC, on les envoyait, n'est-ce pas, à la commission. Et ça se passait très bien. Aujourd'hui, on a même peur d'envoyer des dossiers parce que ces dossiers-là vont se retrouver contre même ceux pour lesquels on doit, n'est-ce pas, se battre. Donc, je pense qu'il est bon qu'on dissolve la commission-là. Vraiment. Si des gens qui ont mis la commission-là, comme je disais, c'est parce qu'ils veulent garder leur position de pouvoir et de privilège. Vraiment, il ne faut pas... Est-ce qu'il ne faut pas attendre au moins de juger ces personnalités au pied du mur? Mais on va juger des gens qui étaient déjà là. Il y a des gens qui étaient présidents par intérim. Et on a vu les positions de quelqu'un qui est censé protéger les défenseurs ou alors les droits de l'homme, qui dit clairement que l'État, les militaires doivent arrêter tout le monde, que les gens qui ont marché pacifiquement doivent être condamnés. Ce sont des sécessionnistes, des terroristes. Le président de la Commission nationale ne parle pas comme ça. De toutes les façons, nous sommes en contact avec le réseau, n'est-ce pas, des commissions nationales des droits de l'homme. Ils nous ont déjà saisis, nous avons dit ce que nous avions à dire. Et il ne faut pas que demain, après-demain, le Cameroun dise le REDAC, ça l'est toujours, parce qu'on le dit tout le temps, on le dit là. Il est temps que les institutions soient fortes. Il est temps. Mais comme on sait que les institutions ne peuvent plus être fortes, il est temps que les gens s'asseyent pour qu'on revoie toutes ces institutions-là. On fait déjà trop de mal à tout le monde. Et nous sommes heureux que vous avez pris de votre temps pour discuter avec nous ce dimanche. Maximilienne Gombe, c'est la fin de cette émission. Je rappelle que vous êtes la directrice exécutive du REDAC, le réseau des défenseurs des droits humains en Afrique centrale, et vous venez de recevoir il y a seulement quelques semaines le prestigieux prix international du courage féminin décerné par le département d'État américain. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Merci également à vous, Duval Fangwa et Armstrong Formy, d'avoir participé à cette émission. Merci à toutes les équipes techniques conduites par Emmanuel Wapi et Eric Ouattat. Mesdames, Messieurs, merci d'avoir suivi ce programme et merci de rester sur Equinox Télévision. Equinox Télévision, au-delà de l'image, nous rendons compte